Maître Mudileno Massengo, comment ça va la santé? Ça va, ça va. On a eu la chance de vous avoir ici il y a 15 mois, je crois. C'était avant l'élection, la réélection de Sassou Nguesso au Congo-Brazzaville. Est-ce que vous pourriez d'abord nous redire un peu votre parcours, vous qui avez été vice-président du Conseil d'État, Premier ministre? Oui, mon parcours commence par Brazzaville, bien sûr, où j'ai passé le bac, deuxième partie. Ensuite, je suis venu à Nancy pour préparer l'école coloniale de la France d'outre-mer, cette école qui formait les préfets pour l'Afrique. Donc il y avait déjà une vision, la France avait déjà une vision pour l'Afrique de demain en formant des préfets ici. Et bon, cette école a été supprimée en 58 et j'ai fait la faculté de droit. Après ça, je me suis inscrit au barreau de Nancy. Vous étiez avocat? J'étais avocat au barreau de Nancy. Et en 60... Premier avocat major? Oui, je suis sorti major de ma promotion. C'est déjà quelque chose qui me faisait grand plaisir. Donc en 66, je suis retourné au Congo. Exercer la profession d'avocat en association avec deux autres avocats français et européens, un de Mulhouse, un de Nancy. Donc nous étions trois en association d'avocats à Brazzaville, en 66. Et en 68, le gouvernement de l'époque dirigé par le président Massamba Deba a été renversé par un jeune capitaine qui s'appelle Ngwabi. Et donc on a formé un gouvernement d'union nationale et j'étais appelé à faire partie de ce gouvernement-là. Donc j'ai accepté, renonçant à ma profession et puis tout ce que ça signifiait. Je suis rentré dans ce gouvernement en 68. Et bien l'évolution n'a pas été très très bonne. Et puis alors en 72, j'ai démissionné. J'ai quitté ce gouvernement, je me suis exilé, je suis revenu en France. Vous avez démissionné pour des raisons de désaccord Ah oui, de désaccord avec le régime du jeune capitaine qui venait de prendre le pouvoir. J'ai eu l'impression qu'il n'avait pas exactement bien mesuré le parcours qu'il devait suivre, parce que ça m'a paru chaotique. Aujourd'hui, c'est telle position, le lendemain, c'est telle autre. Et c'est bien l'expérience d'ailleurs de tous les régimes qui ne réfléchissent pas très bien sur ce qu'ils doivent faire. Et je me suis rendu compte que, bon, mais c'était du jour au lendemain qu'on gouvernait le Congo. Et puis avec des coups d'État qu'on disait réactionnaires, des coups d'État que qu'on attribuait à des ultra-révolutionnaires. Alors, je disais que ça, c'est une pagaille. Alors, je suis parti. Je suis parti. J'ai même, dans ma lettre de démission, j'ai expliqué que je ne peux pas continuer dans une situation comme celle-là, où les textes sont différents de ce qu'on applique matériellement. Et donc, je suis parti. Je suis parti en 72 et je suis venu en exil. J'ai donc, avec un ami congolais aussi, fondé un parti en exil. Donc, nous avons été presque les premiers à faire de l'exil une base de réflexion pour pouvoir changer une situation à l'intérieur de notre pays. De votre pays. Voilà. Et vous revenez en 1991 pour la conférence nationale. Au lendemain de la chute du mur de Berlin, la démocratie s'impose. Alors ceux qui avaient déjà gouverné le Congo dans le cadre de la révolution, dans le cadre d'un parti unique, presque du jour au lendemain apprennent à vivre dans le multipartisme et dans la démocratie, sans qu'ils s'y soient sérieusement préparés. Et ça, il faut quand même le souligner pour le drame congolais, c'est qu'on passe d'un parti unique, soi-disant marxiste, à une démocratie de type occidental. Ben, personne n'a eu le temps de réfléchir, y compris ceux qui gouvernent le pays aujourd'hui. Oui. Alors ça, c'est de l'improvisation, et une improvisation dramatique, puisque ça menait des guerres civiles. Voilà, et donc là vous... Alors en 71, je participe à la conférence nationale, où tout le monde réfléchit à la démocratie, avec sans tension, mais vraiment avec sérieux. Après le socialisme, il faut la démocratie. En 1991. 91, nous oui. faisions une conférence qui a duré presque de février à juin, et nous avons bien réfléchi sur ce qu'il fallait faire. Sans drame, sans contradiction entre nous,
Et nous avons abouti à mettre en place une transition avec un premier ministre élu par les conférenciers, avec une constitution votée par le peuple, et sans drame, sans rien, avec des élections qui amènent un président voté par le peuple, sans drame, sans rien. Alors ça, c'est quand même quelque chose. Et moi, je suis très très heureux de cette conférence nationale. Et de cette époque-là, quoi. Cette époque-là. Oui. Alors, et après, ça se gâte, alors. Alors après, ça s'est gâté. Les trois partis qui sont sortis en tête des élections, dirigés par le président Lissouba, et dirigés par monsieur Bernard Kolela et par Sassou. Voici les trois qui sortent en tête, leur parti sort en tête du suffrage universel, du suffrage vraiment démocratique. Ces trois partis ont donc la responsabilité, comme disait la Constitution, de sauvegarder les acquis de la conférence nationale. Une démocratie voulue par tout le peuple, négociée par tout le monde, une constitution votée par le peuple, sans tricherie, sans rien. Ils ont la responsabilité de sauvegarder ces acquis et de les perfectionner. Mais malheureusement, ces sentinelles-là, au lieu de veiller sur ce qui était fait, ils ont mis non pas la démocratie en avant, mais le pouvoir en avant. C'était qui voulait être au pouvoir. Donc ils ont mis de côté la démocratie, ils ont mis de côté la Constitution, ils ne couraient qu'après la notion de pouvoir. Ils se sont livrés à des guerres civiles. Des guerres civiles, et donc là vous... Ah ben oui, il y en avait trois. Alors à la fin de la troisième, c'est Sassou qui gagne. Et puis alors, moi je suis parti. Voilà. Parce que j'avais eu l'occasion quand même, avant de partir, d'envoyer une lettre à présent au président Sassou, au vainqueur, pour lui dire qu'il faut transformer ta victoire militaire en victoire politique. Il faut avoir cette conscience historique que tu viens de mettre un terme à trois guerres civiles entre des Congolais qui s'entretuent. Tu mets un terme à ça. Ce qu'il faut faire, c'est absolument de mettre l'accent plus sur le politique que sur le militaire. Il a privilégié la notion du vainqueur, donc qui s'assoit sur la Constitution. Il a aboli la Constitution historique de 92. Il prépare le peuple à une nouvelle Constitution, et celle-là a été votée en 2002, et c'est celle qui gouverne le Congo jusqu'à aujourd'hui. Gouverner, bien sûr, entre guillemets. Voilà, oui. Il vient d'être élu en juillet 2009. Il ne pouvait qu'être élu. Il pouvait qu'être élu, s'étant donné des lois pour son élection. Avec cette constitution de 2002, il n'y a personne qui peut être élu autre que Sassou. Commandant-chef des armées. Commandant-chef des armées, président inamovible parce qu'il ne rencontre pas l'Assemblée. Parce que dans sa constitution, c'est dit, le président ne dissout pas l'Assemblée. L'Assemblée non plus n'interpelle pas le président. On a l'impression que les deux forces sont à égalité, mais en fait, il n'y a pas d'Assemblée. Voilà. Et je passe rapidement. Vous, évidemment, à ce moment-là, vous êtes revenu en France. Ouais. Lorsque je vous ai rencontré, donc avant la première émission, il y a 15 mois, Obama venait d'être élu. Ouais. Et pour vous, ça a été, je me souviens de ces grandes photos chez vous. Vous avez été évidemment très bouleversé de ça, et un an et demi après, à peu près, un an après, puisque il a pris ses fonctions il y a un an, une grosse année. Hein, vous voyez les choses comment? Parce que pour vous, évidemment, c'est quelque chose de considérable, pour nous tous d'ailleurs. Mais comment vous voyez les choses au bout d'un an? Vous qui avez pratiqué le pouvoir. Moi, je distingue d'abord l'événement, c'est-à-dire l'élection d'Obama, qui est quelque chose d'historique, qui est quelque chose vraiment d'historique, non pas seulement pour ce qu'il est, il est d'origine africaine aussi, c'est pas ça, mais c'est le fait quand même que le peuple américain composé d'Européens, de Blancs si vous voulez, et de Noirs, et d'Asiatiques, d'Indiens, arrive à élire Obama. Et surtout pour les Européens qui avaient donc des préjugés énormes, arrivent à élire Obama, je trouve que c'est le fait historique. Et c'est donc que les Blancs américains, les électeurs Blancs américains ont donné, à mon sens, une leçon au monde entier, notamment au monde blanc. D'accord. Là, c'est déjà quelque chose de magnifique. Maintenant, la suite, qu'est-ce qu'Obama va faire? Il avait un programme, il a été élu en vertu d'un programme, il va l'appliquer, le réussira-t-il jusqu'au bout? Ça, c'était notre problème. Même s'il
Il a de grandes difficultés pour assumer tout son programme, pour l'appliquer, mais ça n'efface rien au caractère historique de son élection. Vous m'avez dit, on ne dit pas que c'est un noir qui gouverne, et les noirs américains sont dignes, ils ne crient pas à la revanche. Ah oui, je trouve que les noirs américains sont très dignes, et je crois que sur ce plan, je peux dire qu'ils donnent aussi une leçon aux noirs d'Afrique. Parce que aussi les noirs américains auraient pu faire un bloc pour soutenir coûte que coûte Obama, pour dire que c'est notre tour, etc. Comme nous voyons en Afrique, l'Afrique souffre du fait que lorsque vous avez un président de telle tribu, de la tribu A, eh bien toute la tribu A danse autour de ce président, montre aux autres que c'est nous, c'est nous, c'est nous. Alors les noirs américains n'ont pas fait ça. Et je trouve ça, c'est vraiment de la formation politique pour les noirs américains. Ils nous donnent une leçon à nous, les noirs d'Afrique, qui courons après un président lorsqu'il est de notre tribu, qui courons aveuglement derrière un président lorsqu'il est de notre tribu. Et là, vraiment, c'est bien, c'est très très bien, et c'est déjà une réussite pour Obama, que les Noirs américains ne se soient pas accaparés de la victoire de son élection, qui concerne son élection. Vous êtes revenu aussi pour cette émission parce que on va donc fêter le 14 juillet 2010 le cinquantenaire des indépendances. Oui. Et là, vous êtes un peu sceptique. Oui, non, mais je vais quand même la clarté. Vous avez dit on va fêter, c'est oui. On, c'est qui? C'est qui? Alors, pour moi, c'est on doit être bien clair, bien défini. L'événement de 60, l'événement des Africains à l'indépendance, ce n'était pas une victoire des Africains, ce n'était pas un acte uniquement accompli par des Africains, c'était une indépendance, disons, négociée avec la métropole. Il n'y a pas eu de heurts, il n'y a pas eu de guerre civile, il n'y a pas eu la métropole qui s'en va en claquant la porte, ou le noir qui danse après, nous avons gagné, tout ça. Non, c'était une indépendance négociée et qui a été réfléchie depuis d'ailleurs 1945 jusqu'en 60. Ça fait à peu près 5 ans que ça a été négocié. Il y a eu des étapes. En 45, on a aboli l'empire colonial. Le terme empire est aboli. On dit nous avons un destin commun. Vous les colonisés, nous les colonisateurs. Quelque temps après, en 57, on fait une loi qui permet aux Africains de gérer leurs affaires à l'intérieur du pays, sous contrôle aussi de la France. En 58, on devient une république autonome. On devient des républiques autonomes. Et en 60, c'est des républiques reconnues sur le plan international. Donc il y a une marche qui se fait ensemble, Donc l'événement de 60 et l'événement de l'indépendance de 60, c'est quelque chose où les Africains ont une partie importante et aussi la métropole. C'est donc quelque chose que nous avons fait en commun. Oui. Et pour moi, l'événement de 60, c'est ça qu'il faut d'abord célébrer. Que c'est une indépendance acquise sans heurts, mais en commun, et ce qui signifie que la gestion de cet événement impliquera que chacun fasse de son mieux pour que ça réussisse. Il ne s'agit pas seulement d'une indépendance laissée aux Noirs, abandonnée aux Africains. Non, la France a accepté d'accompagner les Africains dans cette démarche. Et nous avons oublié. Eh bien, aujourd'hui, si nous faisons le bilan les uns les autres, si vous faites le bilan et si nous faisons le bilan, on constate qu'il n'y a pas de grand succès. Donc, nous étions deux partis à aller ensemble, à marcher ensemble vers l'avenir, et puis on constate que ça ne marche pas. Donc, il faut voir qu'est-ce qui s'est passé. On va voir ce qui s'est passé. Eh bien, voilà. Radio Bib 96.9, on vient d'entendre Colette Magny, auparavant Eladj Ndiaye et Claude Nougaro, et puis le gospel, donc The Staple Singers. Maître, vous dites, voilà, qu'est-ce qui s'est passé en 50 ans, puisque la signature, le contrat, c'était que le Congo et beaucoup d'autres pays francophones en Afrique soient accompagnés par la France. Aujourd'hui, vous avez donc un dictateur, Sassou Nguesso, réélu. Il semble qu'il se protège dans une sorte de bunker dans son village natal, enfin autour, c'est ça, je crois. La police est bien corrompue, l'armée est à son service, l'administration aussi. Il n'est pas arrivé par hasard, il a été peut-être aussi
poussé, tenu par un pays comme la France. Ben oui, il n'est pas arrivé à la victoire tout seul. Ben, il suffit seulement de regarder les forces qu'il avait. Ce n'était pas seulement que des Congolais qui étaient autour de lui, il y avait des Tchadiens, il y avait des Congolais d'en face, du Zaïre, il y avait des Rwandais qu'on avait accueillis dans le pays qui étaient hébergés, qui étaient donc des réfugiés politiques et qui ont basculé dans son camp. Donc il n'y a qu'à regarder les forces qui étaient autour de lui pour dire qu'il n'était pas tout seul. Mais pourquoi ils ont basculé dans son camp? Les Rwandais, par exemple. Ils ont joué leur carte, ils ont dit, bon, peut-être s'ils gagnent, nous serons très bien. D'accord. Oui, mais ils n'ont pas bien aussi qu'il aurait pu perdre. Et puis alors, ils disparaissaient tous. Hein. Ah oui. Ils retournaient, on ne sait pas pour aller où. Donc, mais cet état de corruption, il a fallu que nous, le peuple français, on s'endorme un peu pour pas se rendre compte de ce qui se passait. C'est-à-dire que ce travail qu'on avait fait en collaboration, vous êtes indépendant il y a 50 ans, et aujourd'hui, vous avez beaucoup de bois dans votre pays, hein, du bois, du cuivre. Du bois, il y a du pétrole. Du pétrole. Ah ouais, et c'est surtout ça qui nous intéresse, qui intéresse peut-être des industriels français, mais le pays vous êtes spolié. Ah ben oui, mais vous savez, la colonisation, lorsqu'on jette un regard à travers les siècles, colonisation, c'est vraiment la tragédie entre ce que j'appelle l'esprit et le profit. Vous voyez, que ce soit au temps de Grec, que ce soit au moment de la découverte du continent américain, ça a toujours posé un problème. On dit, on va aller civiliser ces gens, on va leur apporter la culture, on va en faire des hommes comme ceux qui sont déjà en avance. Donc ça, c'est l'esprit qui est bien. Mais en fait, quand on arrive sur place, l'autre force qui est le profit l'emporte. Je crois que dans toute colonisation, il y a ce combat-là entre l'esprit et le profit. Ce que j'appelle la tragédie de l'esprit et du profit. Donc, quand les Français arrivent, les Anglais, n'importe qui arrivent en Afrique, à la fin du 19e siècle, tout le monde dit que c'est pour civiliser ces gens-là, c'est pour aider ces gens à rattraper le retard qu'ils ont. Ça, c'est l'esprit, c'est le langage. Mais dans la pratique, c'est ce que vous dites, le profit va l'emporter, le profit va affaiblir l'esprit. Donc, Sassou Nguesso n'a pas échappé à ça, le Congo n'a pas échappé à ça, et le Congo n'échappera pas à ça si les gens laissent la priorité au profit, oublient l'esprit. Vous parlez des gens, vous parlez de nous. Oui, les Français, oui. Parce qu'on en profite. Les Français, vous savez que le Congo d'aujourd'hui les anciennes colonies d'Afrique sont bien marquées par la colonisation. Vous voyez, rien que les langues. Toutes les langues sont des langues importées par les colonisateurs. Les valeurs constitutionnelles sont importées par la colonisation. Donc, l'Afrique actuellement se gouverne par référence à l'héritage colonial. Oui. Alors, nous nous inspirons de ça, nous faisons des constitutions, nous faisons des lois selon ce qui se passait en France, mais si la France n'arrive pas à dire, nous avons donné un héritage de pensée, un esprit à ces gens, s'il n'arrive pas à résister au profit, elle va ternir l'apport que nous a donné, l'apport intellectuel que nous a donné. Ça va ternir, ça deviendra faible. Et si la France nous laisse, par exemple, faire des constitutions qui ne valent pas en tant que constitution, si la France nous laisse nous installer dans la dictature, alors qu'en 1960, elle avait dit qu'elle nous accompagnait dans le développement économique, démocratique, politique, il y a eu des accords de l'indépendance. Oui. Il y a eu des accords de l'indépendance. C'est-à-dire que à mon sens, ce qu'on doit célébrer en 1960, ce n'est pas offrir du grand champagne aux tyrans d'aujourd'hui, mais revenir à l'esprit de 1960. Pourquoi la France avait consenti une indépendance, disons, consensuelle, contractuelle. En 1960, vous attendiez vraiment autre chose que ce qui s'est passé. Ah ben oui, mais la France elle-même aussi. Je pense que la France officielle, disons, représentée par exemple à Brazzaville par Malraux, représentant lui-même le général de Gaulle, nous laissait entendre que on a fait un chemin avec vous, on vous a montré qu'est-ce que le modernisme, qu'est-ce qu'une constitution, qu'est-ce qu'une loi juste, qu'est-ce qu'un scrutin juste, on vous a montré.
continuez, améliorez-vous, nous sommes avec vous derrière. Alors, est-ce qu'on peut vous dire que finalement, il y a eu peut-être oubli, je sais pas. Il y a eu peut-être oubli de ce grand contrat de 1960, ou trahison. Trahison, donc on s'est contenté de prendre votre bois, votre pétrole. Ben oui, ben oui, ben oui. Bon, ça c'est encore, ça passe, mais quand on vend ce bois-là, on a de l'argent, eh ben, celui à qui on remet l'argent, le gouvernement à qui on remet l'argent, oublie qu'il a l'obligation de développer son peuple, de faire des écoles, de faire des hôpitaux, de faire des routes. Alors l'argent, il sert à quoi? Alors il va où? Eh ben, cet argent-là, chacun voit. Ils viennent acheter des maisons en France. Tout le monde voit les maisons qu'ils ont en France. Et quand on dit que c'est illicite, donc ça doit être sanctionné, ben la France a une règle qui dit un président en exercice ne peut pas être sanctionné. On attend. Eh ben moi, je pense que non, parce que aussi il y a en France la notion de bien licite et illicite. Lorsqu'on sent que ce bien a été mal acquis, il ne faut pas fermer les yeux en attendant que celui qui a fraudé, qui a acquis des biens mal, disons, qui a acquis des biens de façon frauduleuse, soit renversé pour lui demander de compte. Je crois qu'il faut lui demander de compte pendant ce temps-là. Et la France est bien placée pour demander aux gouvernants africains qui commettent de fautes graves de dire « nous n'acceptons pas ce que vous faites ». Et au lieu de ça, nous voyons plutôt qu'on les accueille avec beaucoup de fraternité. Oui, alors si donc nos gouvernants les accueillent avec beaucoup de fraternité, c'est qu'ils pensent qu'il y a quelques intérêts. Ah ben voilà, donc il y a quelque chose qui est derrière, que ce n'est plus la loi. Ce n'est plus la loi, il y a quelque chose qui est derrière. Et ça, pour les Africains qui voient clair, même aussi pour le peuple français qui voit clair, personne n'est d'accord. En France aussi, il y en a qui disent que ce n'est pas normal qu'on laisse ces présidents africains s'enrichir comme ça, sans aucune sanction. Oui. Enfin, on entend peut-être surtout en France dire, vous voyez comme ils vivent. Enfin, ça peut être aussi des arguments, un vivier pour, par exemple, le Front National, c'est-à-dire dire, vous voyez, on leur donne de l'argent, mais en fait, ils s'enrichissent. Enfin, il y a une espèce d'amalgame. Est-ce que la réflexion est si profonde que ça? Est-ce que nous, Français, on va dire blancs d'origine, est-ce qu'on est suffisamment éveillés sur ce problème? Ah ben je crois pas, parce que le dire par exemple qu'on leur a donné l'indépendance, qu'on leur a donné suffisamment d'argent, ils s'amusent au lieu de bâtir leur pays, mais nous savons que cet argent, ce n'est pas l'argent des Africains. Le franc CFA, c'est de la monnaie française. Quand ces Africains s'amusent avec les richesses nationales, avec le trésor national, c'est de la monnaie française. Donc la France ne peut pas dire je donne la monnaie et puis je ne suis pas, je ne contrôle pas. Quand la France donne de l'argent, les francs CFA, qui est donc émis, les francs CFA est émis par la Banque de France, la France sait combien de milliards sortent de la Banque de France pour qu'ils tombent entre les mains des Africains. Et je crois qu'il doit y avoir un contrôle. Ce n'est pas politique, ça c'est économique. Donc il n'y a pas de contrôle alors? Ah ben à mon avis, il n'y a pas de contrôle parce que tous ces Africains reviennent avec les mêmes milliards acheter des choses en France. Pourquoi la France ne peut pas dire non, il y a quelque chose que vous faites qui n'est pas correct, vous ne gérez pas correctement la monnaie qui est donc sous ma tutelle fondamentale. Pourquoi la France ne peut pas s'opposer à ça? Je crois que vous pouvez dire à la radio Bip que c'est pas évident de réfléchir et de penser que votre monnaie, en fait, elle est dans la Banque de France. Ah ben oui, ben oui. Par exemple, nous, le Congo qui vend le pétrole, qui vend le bois, quand nous avons des dollars, des milliards de dollars, bon, comme notre pays, ce n'est pas une zone dollar. Ces dollars, nous les amenons à la Banque de France pour que la Banque de France les transforme en CFA. Le CFA qui était l'ancienne monnaie de la colonisation et qui est demeuré encore en vigueur après l'indépendance. Donc il y a un lien profond là. Et rien que par le franc CFA, la France devait encore poursuivre sa mission de nous aider à nous développer, de barrer la route aux gens qui seraient des dictateurs, qui marcheraient hors le bon chemin
du perfectionnement de l'indépendance. Vous avez l'air de dire que les pays francophones, et le Congo en particulier, sont, on va dire, plus corrompus que les pays, enfin moins protégés, moins aidés, moins accompagnés que les pays anglophones. Et qu'on risque disons que l'Afrique francophone risque de basculer et de passer sous influence anglophone, sous relation anglophone. Si celui qui nous accompagne n'accomplit pas bien sa mission, et comme nous ne sommes pas suffisamment solides pour marcher tout seul, ça c'est un aveu que je fais avec beaucoup de tristesse, parce que les 50 ans ont été gâchés, on n'a pas avancé pendant 50 ans. Si ça continue comme ça, les pays africains, notamment le Congo, ils risquent de regarder ailleurs, parce qu'ils vont dire, mais pourquoi nous n'avançons pas? Pourquoi nous n'avançons pas? Il y aura la faute des Africains, mais aussi on dira, bon, la France qui devait nous accompagner, puisque notre indépendance était négociée avec la France. Il y avait des accords de développement avec la France, des accords de respect de la démocratie avec la France, des accords de modernité avec la France. La France ne semble pas se rappeler ce contrat de 1960. Alors il risque de basculer. Mais le franc CFA, ça représente quoi dans la Banque de France? Comme apport, comme ressource pour nous? Disons, les richesses d'Afrique, oui. L'apport est énorme. Oui. Mais quand, par exemple, le baril monte, le Congo produit énormément de pétrole, le Gabon produit énormément de pétrole, tous ces dollars-là, il faut les amener à la Banque de France. Quand les Allemands viennent acheter le bois, maintenant ils viennent nous payer en euros. Mais tous ces euros, il faut les amener à la Banque de France pour que celle-ci les transforme en CFA, monnaie utilisable en Afrique. D'accord. Donc il y a un apport énorme. Donc si vous basculez, enfin disons dans la zone anglophone, c'est tout de l'argent que la Banque de France va perdre. Je pense que c'est ça qui va se produire. Oui. Et ça entraînera d'autres drames. Est-ce que vous pensez que nous, Français d'origine, on est conscients de ça? Je crois, oui, ceux de mon âge, les Français de mon âge, tout ça, même qui vont à l'école, tout ça, ils savent bien que ça s'est passé comme ça. Oui, que l'indépendance leur impose le devoir de veiller à ce que ce qui était des colonies d'hier deviennent des États démocratiques et tout ça. Et les accords de 1960 sont encore dans la Constitution française. La partie qui traitait de relations avec l'Afrique n'a pas été abolie. Oui, mais nous Français, on laisse faire ça tout de même. Oui, mais ça c'est un problème, et c'est pour ça que moi personnellement, j'ai la double nationalité. Je dis que le problème de l'Afrique, des relations de l'Afrique et de la France, ça doit absolument être débattu à une grande instance populaire ou nationale en France, que ça ne soit pas un domaine plus ou moins géré à côté. Oui. Il faudrait que le Parlement français sache ce qui se passe en Afrique, que les élèves et tout ça sachent qu'est-ce que la France assumait en allant coloniser ce pays, et quels sont les devoirs de la France après 1960. C'est un contrat, l'indépendance de 60. C'est une indépendance contractuelle. Est-ce qu'il y a eu des périodes dans ces 50 ans où il y avait tout de même un peu plus d'avancées qu'aujourd'hui? Moi, je pense qu'à partir du moment où les problèmes africains ont été regardés, traités comme un domaine réservé à l'exécutif, à l'exécutif français, je trouve que ça a aidé un peu à l'amortissement des obligations de la France vis-à-vis de l'Afrique. Parce que si ces problèmes étaient maintenus au niveau parlementaire, comme c'était le cas en 45, comme c'était le cas en 47, comme c'était le cas en 58, avant donc les indépendances, les problèmes africains étaient traités au Parlement français. Le peuple français suivait ce qui se passait. Or, on a fait une option, c'est devenu un domaine réservé à l'Élysée. Le peuple français ne suit plus très bien ce qui se passe en Afrique. Alors le résultat, c'est que voilà, qu'est-ce qu'ils viennent faire? On leur a donné l'indépendance. Le peuple français ne suit plus l'actualité africaine. C'est Graham Allwright et avant le Golden Gate Quartet. Je voudrais qu'on revienne, maître, sur cette question, donc 50 ans, et on a l'impression qu'on s'est donc endormi, nous, le peuple français, qu'on a été aussi, ou qu'on s'est laissé déposséder de cette relation avec vous, Congolais, Africains,
d'Afrique francophone. Le 14 juillet, il y aura probablement beaucoup de chefs d'État africains, d'Afrique francophone, accueillis par le chef d'État, le président de la France. Ça fait... Enfin, qu'est-ce que vous craignez là à ce moment-là? C'est-à-dire, est-ce que le peuple congolais, par exemple, sera représenté? Est-ce que les questions du peuple congolais seront abordées? Oui, dans la mesure où les régimes d'Afrique ne sont pas représentatifs de leur pays, la plupart des régimes. Je prends le cas du Congo-Brazzaville où le président n'est pas représentatif de son propre peuple. Parce qu'il est au pouvoir après une guerre sanglante, après des guerres sanglantes. Oui. Donc il ne représente pas son peuple. Le 14 juillet, quand il sera là, ou s'il est là, il ne représente pas. Alors qu'il s'agit de fêter un événement fondateur de notre avenir, en 60. C'est cet événement-là qu'il s'agit de fêter, qui était fait, 60, c'était dans l'unité, dans l'espérance et tout ça. Alors, on ne peut pas fêter un événement de cette nature, comme l'indépendance de 60, qui était acquise dans la fraternité, avec quelqu'un qui porte le sang de ses propres compatriotes. Vous voudriez qu'on remette en mémoire le contrat de 1960. Voilà, qu'on remette en mémoire le contrat et qu'on le rappelle à ceux qui l'ont oublié. Bon, moi je pense que la France est bien placée puisqu'elle a voulu que ça se passe le 14 juillet en France, comme la France avait une grande part dans l'événement de 60, qu'elle en profite, à mon avis, pour dire mais qu'avons-nous voulu faire en 60? Sur quel chemin on vous avait engagé, vous les Africains? C'était de faire de vos tribus une nation. C'était de faire de vos anciennes guerres quelque chose de nouveau qui serait la fraternité, le respect de citoyens. Mais ça, c'est l'engagement de la France en 1960. Que vous développiez votre pays et comme par hasard, nous avons eu encore des millions, plutôt des milliards de dollars. C'est une occasion d'interpeller les Africains et les Congolais, Sassou Nguesso, pour dire, mais alors comment tu as rempli le contrat de 1960? Oui, mais bien sûr. Ah ben oui, mais c'est d'abord par là qu'il faut commencer, c'est le contrat, le socle de l'événement de demain. D'abord ça, qu'est-ce qu'on avait voulu, qu'est-ce qu'on avait tous espéré après l'indépendance, et puis on arrivera à ce qui se passe aujourd'hui. À ce qui se passe aujourd'hui, il y a des faillites, il faut le dire, le régime de Brazzaville, c'est une indépendance en faillite. Il faut dire, c'est la faillite, et comment faire pour redresser ce régime? Mais il y a 2 ans, donc le gouvernement français s'est mis à soutenir, avant les élections, la réélection de Sassou Nguesso, il a soutenu Sassou Nguesso. Oui, mais c'est ce que nous nous reprochons. C'est que nous nous reprochons à la métropole France d'être partisane quand il s'agit des affaires nationales et des pays africains. On choisit un homme et on oublie qu'il y a la nation dans ce pays. Mais ça, c'est plus le Parlement qui décide. Ou ici. Oui, les relations. Oui, alors, voilà, si les relations avec l'Afrique étaient maintenues au niveau du Parlement, il y aurait plusieurs voix, il y aurait plusieurs jugements sur Sassou Nguesso, et des jugements publics. Sassou Nguesso pouvait être interpellé en venant ici par un parti, par un groupe de députés. Or, quand il arrive ici, c'est un chef d'État qui arrive, il est ami de l'Élysée, il faut quand même dire les choses telles qu'elles sont. Oui. Alors, voilà. Parce qu'en fait, ce sont des relations privées maintenant. Les choses se passent entre le président Sarkozy et puis ces dictateurs-là. Alors que l'accord était un accord de nation à nation, de pays à pays, de nation à nation. Maintenant, ces relations sont devenues par le fait qu'on a fait un domaine réservé, le terme qui le dit bien, un domaine réservé, vous vous rendez compte, alors qu'il s'agissait d'une matière de nation à nation. D'un continent, la vie d'un continent. Ah bah oui. Et des relations internationales. Ah bah oui, de relations internationales. Oui. Alors, vous m'avez appris quelque chose. Bolloré a acheté le port de Pointe-Noire. Oui. Oui, voilà, ce port était, au temps de la colonisation, c'était géré par le Moyen-Congo, par une autorité nationale, une autorité publique. Maintenant, ce port a été acheté par Bolloré. Bon, ça montre très bien que le régime de Brazzaville n'est pas tout à fait
conscient de son histoire, de l'histoire de son pays demain. Parce que vous vous rendez compte, un port de cette importance entre les mains des privés, ça ne peut pas durer longtemps. Oui, et ça va se terminer très mal. Ça va se terminer par des discussions et peut-être par des désaccords assez dangereux. Bien Parce sûr. que le bien est trop précieux pour qu'il soit entre les mains des privés. Eh oui. Ah oui, la nature du bien, c'est comme si Sassou, par exemple, vendait le pétrole, le gisement de pétrole à un entrepreneur privé. C'est ça qui se passe, oui. Ah ben oui. Et ça aussi, c'est pas normal. Oui. Et donc, on s'est laissé déposséder de ces relations économiques et politiques. Mais comment On s'est laissé déposséder de la vision qu'on avait en 1960. À supposer que tout le monde était honnête avec la vision de 1960. Oui. Parce qu'il y avait quand même, avec le général de Gaulle, une vision qui était empreinte d'unité, d'humanité, de grande moralité. On vous donne l'indépendance. On sait bien que vous ne pouvez pas en jouir pleinement. Vous n'en avez pas encore toutes les capacités. On va vous aider pour acquérir ces capacités. C'est ça le contrat de 60. On va vous aider. Mais malheureusement, ce côté-là a été oublié, et puisqu'on a choisi seulement quelques Africains qui seront les amis du pouvoir en France, et le peuple, on les laisse de côté. Moi, je souhaite vraiment que le domaine africain revienne dans la mentalité des Français, dans la culture des Français, dans les préoccupations des Français, pour qu'ils comprennent ce qui se passe. Vous savez, par exemple, nous avons signé à ce moment-là des accords de défense. Avec le général de Gaulle, il y avait des accords de défense. Mais c'était fait pourquoi ces accords de défense? La France maintient son armée sur le territoire de ces pays. C'était pour que si ces pays sont attaqués de l'extérieur, la France vient au secours pour sauvegarder l'indépendance et la dignité de ces pays. Mais ces accords ont servi jusqu'ici uniquement pour défendre les tyrans qui sont au pouvoir. Face à une opposition interne. Oui, voilà. Oui. Ben, aujourd'hui, par exemple, si Sassou est sérieusement chahuté et tout, il fait appel à la France, et la France risque de soutenir ça. De soutenir là où il y a encore ces accords de c'est ça qu'on fait, en fait, oui, en Afrique. Ces accords de défense n'étaient pas à l'usage, ils n'étaient pas faits à l'usage interne, c'est à l'usage extérieur. Et les troupes françaises qui sont, par exemple, au Gabon, sont maintenues là pour quelque chose qui viendra de l'extérieur, mais pas de l'intérieur. Or, ça a été dénaturé. Dès que ça bouge à l'intérieur, on envoie, hop, ceci, cela. On a l'impression que la France est souvent détestée par les peuples africains maintenant. Enfin, il y a eu des caillassages de bus, des manifestations très hostiles, en fait. Ben oui, mais regardez le terme qui a été inventé, la France-Afrique, quoi. Oui. Alors que c'était deux mots qui devaient avoir une autre connotation, représenter une certaine vision. La France et l'Afrique, c'est un terme qui devait représenter une grande vision plutôt que ce que ça représente aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est réduit à quelques individus, à quelques pouvoirs. Qui tiennent les affaires, quoi. Qui font des affaires. Qui font des affaires entre eux. Voilà. Et ils font ces affaires entre eux on met en avant de deux pays. On dit France-Afrique. Pour moi, ça devait résonner de façon magnifique. Or là, c'est pas ce que ça donne quand on entend ça. Est-ce que vous pensez que c'était pas un petit peu forcé que ça se passe comme ça après si longtemps de colonisation? Ben oui, mais regarde l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, il y avait encore une colonisation peut-être à mon avis beaucoup plus dure qu'ailleurs. Mais ils ont été capables de dire à un moment donné que ça c'est terminé, on fait autre chose. Et je crois que ce pays-là avance, bien si c'est pas très très rapidement, mais au moins ça progresse. Ça progresse plus qu'en Afrique francophone. Oui, ça progresse plus qu'en Afrique francophone. Oui. À mon avis, hein. Je pense que le peuple français, enfin nous on ne le sait pas ça. Ah ben oui, l'Afrique du Sud, ça progresse plus. Et puis quand il y avait le drame de l'apartheid, beaucoup de gens en France se sont mis en avant pour dire il faut que ça cesse, il faut que ça cesse. Oui. Les Français ont soutenu les Mandela. Et regardez Mandela qui a eu une figure historique. C'est que parce que les gens ont suivi son combat, et ils ont suivi aussi la façon dont ça s'est terminé. Un consensus, voilà comment on vit tous ensemble. Mais alors pourquoi en France il y a cet oubli des anciennes colonies?
Pourquoi cet oubli? Mais parce que, notamment, le domaine africain a été concédé à l'Élysée et pas au Parlement et pas au niveau du peuple français. Quand est-ce que ça a basculé comme ça, que c'est devenu vraiment le domaine réservé de l'Élysée? Je me rappelle pas exactement de la date précise, mais avant, c'était au Parlement français qu'on débattait le problème de l'Afrique. Oui. Hein. C'est au Parlement. Oui. C'est au Parlement qu'on débattait ça. Oui. Et puis aussi, en même temps, vous voyez, les Africains, copiant ce qui se passe en France, les relations des peuples d'Afrique et de la France, font aussi là-bas en Afrique le domaine réservé du président. Oui, bien sûr. Ben oui, les assemblées africaines ne s'ingèrent pas dans les problèmes, entre guillemets, ne s'ingèrent pas dans les problèmes de la France, alors qu'ils devaient aussi en parler. Par exemple, le problème de l'immigration devait être débattu aux parlements africains pour dire voici ce que nous pensons, nous, Parlement du Gabon, du Congo, sur l'immigration, sur la nationalité, sur tout ce problème qui nous intéresse tous. Or, ce pays-là n'en parle pas parce qu'on dit ça, c'est le président de la République qui est seul compétent, qui est seul responsable. C'est une erreur. Bien sûr, oui. Oui. C'est une erreur. Nous, Africains, nous devons aussi nous intéresser à ce qui se passe en France. Par exemple, le problème de l'immigration, le problème de la nationalité. Il a fallu un incident à Bamako, quand il y avait les charters, on allait déverser des gens, le peuple s'est soulevé à Bamako, on a été obligé de ne plus amener de charters là-bas. Oui. Une fois le peuple s'est mis en colère. Mais avant, le président qui était là-bas, il ne bougeait pas. Il acceptait que la France déverse des immigrés chassés du territoire français par charter. Donc il faut aussi que les peuples d'Afrique aussi aient le droit de dire que ce qui se passe en France, ce n'est pas ça. Les parlements africains devaient aussi être informés des problèmes qui se débattent en France concernant l'Afrique. Par exemple, la nationalité. Concernant, par exemple, l'acquisition des biens par leur président. Tous les journaux montrent ici que tel président a 27 villas en France, a 27 appartements. 27. Ah ben oui, il y en a qui ont plus que ça. Alors, quelle est la réaction à l'intérêt du pays? Rien. Même pas une pétition africaine pour dire que justice française saisissait pour de ça. Parlement français saisissait pour de ça. Ils n'ont pas le droit de le faire, alors qu'ils devaient le faire. Si l'esprit de 60 était sauvegardé, qui était une indépendance contractuelle, que vos problèmes fondamentaux en France nous concernent aussi fondamentalement en Afrique. Nos problèmes fondamentaux africains vous concernent aussi fondamentalement vous Français. C'est ça l'esprit de 60. Et ça a été oublié. Mais nous, on accepte que un dictateur, enfin, ait 27 maisons. Ben oui. Vous voyez que ça, c'est pas normal, ça. Avec aussi j'allais dire, la garde nationale, enfin, la police qui surveille ces maisons. Oui, qui veille sur ses biens. Alors, moi, personnellement, quand je vois, en vertu de ma double nationalité, quand je vois les gens qui claquent des talons à l'Élysée devant des chefs qui sont ceux qui sont en Afrique, les Sassou, qui ont versé plein de sang, les gens qui ont détourné des sous, et quand ils arrivent à l'Élysée, la garde est là comme s'ils étaient devant des gens très très respectables. Et je dis que non, moi ça me chagrine.